Bonjour à tous. Déjà, merci de votre présence. Je me présente. Je vais baisser un petit peu le son. Donc, c'est pas pratique, mais bon, on va y arriver. Donc, je me présente. Donc, Jean-Michel Da Silva. Je suis responsable prescription tertiaire et résidentielle collectif chez Dekin. Et je suis accompagné pour cette présentation de mon collègue Alexandre Do Nascimento, prescripteur Île-de-France. Bonjour. Donc, un petit mot sur notre entreprise. Donc, Dekin, nous sommes fabricants de pompes à chaleur, chauffage, climatisation, réfrigération et ventilation. Nous fabriquons également ce qu'on appelle le cœur de la machine, toute la partie compresseur et réfrigérant. Nous avons également un centre de recherche et développement européen qui se situe à un peu plus de 300 km de Paris. Et ces dernières années, nous avons beaucoup innové sur les produits notamment de pompes à chaleur, mais également en interne sur d'autres process comme l'économie circulaire appliquée au CVC. Donc on vous en dira quelques mots lors de cette présentation. Justement, le programme, donc on va faire un focus sur l'état des lieux de la réglementation. Puis nous vous parlerons de nos solutions bas carbone. Et enfin, nous illustrerons l'ensemble par quelques retours d'expérience sur un projet tertiaire notamment et 2 projets en résidentiel collectif. Je laisse la parole à mon collègue pour la suite de la présentation. Merci beaucoup Jean-Michel. Donc tout d'abord, faire un état des lieux réglementaire pour voir un peu quelles sont les réglementations qui nous concernent par rapport à tous ces objectifs bas carbone. Le premier, bien sûr, c'est le plan climat. C'est lui qui fixe les objectifs de réduire de 80% les émissions à effet de serre. Pour ce qui est de la partie du froid et climatisation, on est la petite courbe en bas, tout en bas en rouge foncé. Vous voyez avec des objectifs qui sont quand même assez ambitieux jusqu'à 2050, même si on est quand même le secteur qui a l'impact le plus faible au global. Donc, pour atteindre ces objectifs, il y a plusieurs réglementations qui vont nous concerner. Bien sûr, tout d'abord, les réglementations européennes, qui vont être liées par rapport à la VIAZ, qui va fixer par exemple des systèmes de quotas ou des changements de date au niveau des fluides, mais également aussi des objectifs au niveau de neutralité carbone, que ce soit pour nous, pour notre maison mère à Dekin Europe, mais également avec le Green Deal pour la partie Europe. Ce qui nous concerne aussi, nous directement en France, c'est les objectifs de la France, qui sont en lien avec ceux de l'Europe, également avec l'objectif de la neutralité carbone en 2050, également le décret tertiaire qui a l'objectif de réduire par palier de tous les 10 ans de 40, 50 et 60% la consommation énergétique des bâtiments, le tout englobé via la RE 2020. Alors, pour atteindre ces objectifs, on va avoir 2 moyens d'agir. La première sur les émissions directes, tout ce qui est lié au réfrigérant lui-même, à tout ce qui est lié aux fuites de réfrigérant dans la nature. Donc ça va être englobé par la F-Gaz. C'est elle qui va fixer les règles, qui va fixer les systèmes de quotas et les réglementations. Mais également, surtout, agir aussi sur tout ce qui est émissions indirectes. Et on va le voir tout au long de cette présentation-là, c'est finalement le point le plus important. Parce que tout ce qui est émissions indirectes, c'est lié aux performances énergétiques du produit et du bâtiment. Donc le tout est englobé chez nous par la loi Elan. Et la RE 2020 fait un peu l'ensemble de tout cela. Alors, quel est l'impact carbone d'une pompe à chaleur? L'impact carbone d'une pompe à chaleur, à première vue, pour agir dessus, on dirait on va aller vers des fluides plus verts, des HFC avec un plus faible PRP comme le R32, des fluides frigorigènes sans HFC bien sûr. On va aussi réduire les quantités de réfrigérants, parce que les nouveaux réfrigérants permettent ça aussi. Et on peut aussi également faire de l'économie circulaire. On verra qu'on peut agir sur tous ces éléments-là, mais finalement le plus important, c'est de comment on mesure l'impact carbone d'une pompe à chaleur. C'est tout simple, on va prendre le TOI qui va nous permettre de mesurer les émissions directes et indirectes. Alors, direct, on parle des émissions liées au réfrigérant, comme je le disais, tout ce qui est lié aux fuites de réfrigérant annuelles qu'il y a dans un système de type pompe à chaleur, mais également tout le réfrigérant qu'on ne pourra pas récupérer à la fin de vie du produit. Et après, on a les émissions indirectes qui sont liées à tout ce qui est le rendement énergétique, donc la consommation énergétique du produit en lui-même, mais également le coût énergétique pour le produire. Alors, pour faire le calcul, il y a une formule un peu barbare, je ne vais pas aller dans le détail, mais globalement, on va prendre tous les éléments liés au taux de fuite annuel, les éléments liés à la quantité de réfrigérant qu'on est capable de récupérer, mais également tout ce qui est lié à la production de la machine, le poids, la charge de réfrigérant, on prend tout en détail.
On va voir deux exemples ensemble. Le premier, l'impact carbone d'une pompe à chaleur de type VRV pour du tertiaire, une PAC RR. Alors, je suis parti sur une durée de vie de 22 ans. 22 ans, pourquoi? C'est les dates qui sont indiquées dans les fiches PEP, tout simplement. Pareil, pour les durées de fonctionnement, 1400 heures en chaud, 600 heures en froid. J'ai pris donc après les performances énergétiques du produit liées à l'éco-design, Eurovent, celles qui sont publiées de manière officielle, et on est sur un fluide de type R32. Et lorsqu'on fait le calcul de l'impact carbone de ce système, en fait, on se rend compte directement que les émissions directes, celles liées au réfrigérant qui part dans la nature, tout simplement, c'est ce qui est le plus faible. Et ça représente que 6% sur l'ensemble de la durée de vie du produit. Plus de 90% de l'impact carbone d'un produit, c'est lié à son efficacité énergétique. C'est ça le point le plus important à retenir. C'est qu'au final, sur les 110 tonnes qu'on pourrait avoir sur 22 ans, il n'y a que 6% qui viennent des émissions directes. À titre d'exemple, on pourrait dire pourquoi vous ne faites pas un VRV au CO2 Un VRV au CO2, on a fait. On est les premiers à avoir proposé ce type de système sur le marché. Mais un VRV au CO2, on aurait par exemple à peu près 20% d'efficacité en moins en termes de rendement énergétique. Et ces 20% en fait, feraient qu'une solution au CO2 serait plus polluante, aurait un impact carbone plus important qu'une solution R32, tout simplement parce que le rendement énergétique est le point clé et un point très important à retenir. Alors, on peut aussi faire la même étude sur une pompe à chaleur pour du résidentiel. Donc cette fois-ci, la durée de vie de 17 ans. Pareil, on est parti sur la même base des fiches PEP. Cette fois-ci, qui dit pompe à chaleur pour résidentiel, c'est un fonctionnement uniquement en chaud. Plus de 2000 heures de fonctionnement en chaud. On fait le même calcul sur les données eco-design. Et finalement, on retombe quasiment sur un résultat identique. C'est la même chose, en fait. C'est le rendement énergétique du système qui a l'impact le plus important. C'est d'où l'importance en fait de choisir en fait un fluide frigorigène qui permet d'avoir le meilleur équilibre en termes de rendement énergétique et d'impact carbone. Et ce n'est pas finalement la solution avec le fluide le plus vert qui est la plus vertueuse. Vous verrez qu'il y a d'autres réfrigérants sur lesquels on travaille qui permettront encore d'aller un plus loin dans la réduction de l'impact carbone. Enfin, il y a une dernière solution qu'on peut faire pour réduire l'impact carbone d'un système, c'est simplement l'économie circulaire. Mais pour ça, je vais laisser la parole à Jean-Michel. Merci Alexandre. Je vous en ai parlé un petit peu en introduction. Donc, DETIN, nous avons un centre de recherche et développement pour le développement de nouveaux produits, mais également nous travaillons sur des nouveaux process, tels que l'économie circulaire. Et donc nous nous sommes engagés sur l'économie circulaire appliquée au CVC, donc dans le but de produire autrement avec des exigences écologiques. Donc en 2018, nous avons lancé un programme appelé Loop by DETIN, et ce programme se veut être une véritable boucle circulaire. Alors pourquoi ? Nous avons lancé à l'échelle européenne une politique de récupération de fluides frigorigènes pour les régénérer et les réemployer, les réutiliser dans nos machines. Voilà. Donc tout ce procédé de régénération est très encadré, et donc nous travaillons avec des distributeurs agréés pour le stockage et la régénération des fluides frigorigènes. Alors, qu'appelle-t-on régénérer? En fait, un fluide régénéré, c'est un fluide qui a déjà été utilisé, son recyclage et son retraitement. Donc, à l'issue de ce procédé, un cabinet extérieur valide la qualité du fluide frigorigène selon une norme, la norme HRI 700. Et donc, nous avons un fluide qui est certifié. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un fluide régénéré a exactement les mêmes propriétés aujourd'hui qu'un fluide vierge. Simplement, on se sert des déchets comme des ressources. Et aujourd'hui, on peut très bien mélanger un fluide régénéré à un fluide neuf, par exemple, lors des opérations de maintenance. Alors, quel impact ce programme nous a apporté aujourd'hui, en fait? Nous sommes fiers d'avoir pu, depuis 2019, régénérer et réutiliser dans nos machines plus de 1,6 tonnes de fluide frigorigène qui étaient destinés à la destruction.
Donc nous avons commencé en 2019 par régénérer et charger dans nos machines du R410A. Nous avons élargi notre programme avec d'autres gammes de produits, notamment les groupes de glacés et du R134A régénéré. Et depuis l'année dernière, nous avons également continué à élargir notre programme avec la régénération du R32. Voilà. L'économie circulaire est un acte, on peut dire, de bon sens, qu'on peut utiliser un petit peu partout. Sachez qu'également au niveau d'Ekin France, nous nous sommes engagés au niveau de l'économie circulaire. Nous sommes actionnaires d'un éco-organisme appelé Écologique pour la réutilisation des matières. Donc au-delà du fluide régénéré, nous pouvons vous accompagner sur des programmes de recyclage, de réemploi de matériel. En tout cas, voilà, le message qu'on souhaite passer aujourd'hui, c'est on est à votre écoute pour étudier la solution du recyclage, de la régénération, du recyclage, du réemploi de matériel. Alors, un zoom sur nos solutions. Donc, on vous a parlé de nouveaux concepts tels que l'économie circulaire. Notre centre de recherche et développement également travaille sur des nouveaux produits, des produits toujours plus performants, surtout de performance à charge partielle. On parle beaucoup maintenant de SCOP et SER et non plus de COP ou ER. On regarde la charge partielle. Et puis également sur le développement de nouveaux réfrigérants à faible potentiel réchauffement planétaire. Alors, comme l'a expliqué Alexandre, aujourd'hui, il faut trouver le bon compromis entre le bon fluide et la bonne application pour avoir les meilleures performances possibles. Aujourd'hui, dans notre gamme, nous utilisons principalement 3 fluides dits bas carbone. Pour toute la partie résidentielle tertiaire, nous utilisons plutôt du R32 avec un PRP de 675, qui est un fluide qu'on maîtrise déjà parce que c'est un composant du 410 et qui a des très bonnes propriétés pour ce type d'application. Le R32 a été lancé dans notre gamme il y a plus de 5 ans. Pour tout ce qui est industrie grand tertiaire, on va plutôt aller sur du HFO, qui lui, son avantage, c'est son PRP, ce n'est pas un HFC et qui a des très bonnes propriétés en fait pour des grosses puissances. Et enfin, pour toute la partie réfrigération, on va plutôt aller sur du CO2 qui a des bonnes propriétés également pour des températures négatives. Un aperçu également de notre gamme aujourd'hui bas carbone. Donc nous avons une gamme pour tout le marché résidentiel avec des pompes à chaleur RO et RR au R32. Plage de puissance, on a aujourd'hui des pompes à chaleur qui fonctionnent jusqu'à moins 25 degrés extérieurs. On peut également alimenter des productions d'eau chaude sanitaire jusqu'à 70 degrés. Il faut savoir qu'également cette gamme aujourd'hui existe au R32. Très prochainement, nous allons lancer une gamme de pompes à chaleur RO au R454C. L'avantage du R407C, en fait, c'est qu'il a un petit peu les mêmes propriétés que le 410 pour cette gamme de produits en pompe à chaleur RO, et son potentiel de réchauffement planétaire est de 148. Donc on garde les mêmes performances de machine en ayant un PRP de fluide frogène plus faible. Pour toute la gamme tertiaire, grand tertiaire, nous avons également une gamme de produits en pompe à chaleur RR et RO, jusqu'à des puissances de 800 kW en pompe à chaleur RO au R32. Et pour toute la gamme grande puissance, on va plutôt utiliser sur des compresseurs à vis du HFO, et pour toute la partie réfrigération, comme je vous l'ai dit, on va plutôt utiliser du CO2. Alors, quelques retours d'expérience. 3 retours d'expérience réalisés cette année. Donc, un retour d'expérience sur un projet tertiaire et 2 retours d'expérience en résidentiel collectif. Alors, le premier retour d'expérience, c'est un parc d'activités à Mélan, proche Grenoble, avec le promoteur Artea et le bureau d'études Ingé Group. Donc, sur une surface de 25 000 m², c'est 5 bâtiments répartis au R+3 avec des plateaux en open space. Donc, le cahier des charges du promoteur sur ce projet était d'avoir
une solution des plateaux indépendants, hein, multipreneurs, des solutions également bas carbone avec des labels élevés. Donc la solution au départ du projet qui a été retenue pour le chauffage et la climatisation, c'est une solution pompe à chaleur RR décentralisée de type VRV. Donc vous voyez une petite photo, il y a des petits groupes en bas à droite, et je vais vous remettre d'autres photos, des photos du chantier, donc les photos de groupes extérieurs, des unités intérieures et du chantier. Et au départ de l'étude, en fait, le VRV n'existait qu'au R410 et il y avait vraiment des contraintes bas carbone sur ce site. Et au fur et à mesure de l'avancée des études, en fait, nous avons lancé un VRV au R32, ce qui a permis en fait de réduire l'impact carbone sur ce projet lié au fluide frigorigène par 3 et tout en conservant des performances très élevées, hein, et qui a permis d'avoir des labels et certifications souhaitées par le promoteur. Donc là, on parle de certification HQE excellent et un label E2C1. Donc il y a déjà des bâtiments qui sont finis et d'autres qui sont encore en train de sortir de terre. Alors là, je vous emmène du côté de Barbie, en Savoie. Donc c'est un programme de 57 logements répartis sur 14 bâtiments. Donc on va du T2 au T4. Et la solution retenue, c'est une pompe à chaleur RO individuelle par logement pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Donc une pompe à chaleur qui fonctionne jusqu'à moins 25 degrés extérieur. Donc c'était le produit, on va dire, idéal pour ce programme. Donc on a travaillé avec le promoteur Lamotte et le bureau d'études Patriarche. Et le travail qui a été mené sur ce projet, en fait, c'est vraiment un travail collaboratif dès le départ du projet pour intégrer les pompes à chaleur dans un espace paysager. Alors, si vous le voyez un petit peu sur la photo en bas à droite, les pompes à chaleur sont installées à côté des bâtiments et tous les réseaux sont enterrés. Donc là, on se retrouve avec une solution 100% thermodynamique pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Des performances également élevées, hein, fonctionnement jusqu'à moins 25 degrés extérieurs. On parle de S-COP de 4,5 avec un coût d'installation et de maintenance également maîtrisé pour ce programme. Et enfin, le dernier beau sujet. Donc on part à Taninges, en Haute-Savoie, avec un programme de 34 logements réalisé avec le promoteur SVO Immobilier et le bureau d'études O2 Ingénierie. Et sur ce programme, en fait, le promoteur cherchait vraiment une solution pour diminuer au maximum les consommations énergétiques du bâtiment pour ses futurs preneurs. Donc on va dire le projet idéal pour étudier une solution sur nappe. Et c'est ce qui a été réalisé sur ce projet-là. Donc nous sommes sur une nappe. C'est pour cette raison d'ailleurs que vous voyez apparaître le logo de l'ADEME, hein, puisque ce projet a fait partie des fonds de subvention du fonds de l'ADEME. En fait, et également, on a travaillé en partenariat avec EDF qui promouvoit ces solutions. On a également vu ce projet récompensé du trophée de l'ingénierie des performances lors du dernier salon Interclimat. Alors, le principe, en fait, on est sur nappe et on vient créer une boucle d'eau dans le bâtiment. Donc la boucle d'eau, on la maîtrise déjà depuis longtemps, hein, dans des projets tertiaires, dans des centres commerciaux. Et on a fait sur ce projet, on a créé une boucle d'eau dans le bâtiment et nous sommes venus installer des pompes à chaleur au haut raccordées directement sur cette boucle d'eau. Donc l'avantage, c'est d'avoir une pompe à chaleur au haut pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire. Le ballon est intégré, hein, nous avons un ballon de 180 litres. Le produit a été pensé pour être compact. Hein. On sait qu'aujourd'hui le mètre carré est cher, donc avec des dimensions réduites. Le produit existe en deux tailles, une taille 6 et 10.
Et également, toutes les sorties se font par le haut pour pouvoir installer aisément la pompe à chaleur. Donc, comme je vous le disais, donc, on vient se raccorder également sur la boucle d'eau. Et l'autre avantage également, c'est de pouvoir fonctionner en récupération d'énergie. Donc, de pouvoir faire de la récupération d'énergie également sur cette boucle d'eau. Donc, vraiment, ce qui a été mis en avant sur ce projet-là, l'avantage, enfin là, c'est la solution bas carbone, d'être sur un app, de pouvoir apporter la boucle d'eau, la récupération d'énergie et des consommations, c'est ce qui avait été demandé par le promoteur, vraiment de réduire les consommations énergétiques du bâtiment. Et d'ailleurs, nous l'avons revu et c'est ce qui nous a fait remonter, c'est qu'aujourd'hui, les acquéreurs sont très sensibles aux consommations énergétiques et voilà, c'est vraiment ce qui a été mis en avant sur ce projet. Comme vous pouvez le voir un petit peu, on a mis un petit schéma de principe générique sur le côté. La boucle d'eau, elle peut être sur forage, mais on peut également se raccorder sur tout autre type de boucle d'eau. Par exemple, aujourd'hui, sur des bâtiments mixtes, où on a des logements à l'étage, des centres commerciaux au sous-sol, on peut très bien créer une boucle d'eau artificielle et venir, comme ça, récupérer, faire de la récupération d'énergie avec la pompe à chaleur. Voilà, on en a fini. Je vous remercie. Et puis, nous sommes à votre disposition pour si vous avez des questions. Il y a une question, je ne sais pas qui... Ah, voilà. Comment vous définissez les pertes de fluide? Ah, vous entendez pas? On vous entend pas, ouais. Allô? Non, oui, c'est bon. C'est bon? Comment vous définissez les pertes de fluide frigorigène dans votre calcul? En fait, on est parti sur des valeurs moyennes qui ont été estimées. Aujourd'hui, la perte annuelle estimée par rapport aux organismes, c'est de 2% par an sur la charge totale d'un système. Donc on est parti sur cette base qui a été mesurée sur une moyenne, en fait, tout simplement. Et par rapport au fait de la quantité de fluide qu'on est capable de récupérer sur un système, on estime qu'on récupère 90% du réfrigérant en fin de vie du système. Bonjour. Bonjour. Où est-ce que vous en êtes de l'utilisation du propane comme fluide frigorigène? Alors c'est une très bonne question. Par rapport au propane, on va aussi lancer des produits au propane. Tout simplement, aujourd'hui, on va, en fonction du type d'application, du type de produit, probablement privilégier les solutions monobloc avec du propane pour avoir des charges de réfrigération réduites, sachant que c'est un fluide quand même qui est très inflammable. Et comme l'a dit Jean-Michel, on aura également des solutions avec des réfrigérants à plus faible PRP, mais qui seront légèrement inflammables, plus sur des systèmes peut-être bibloc. Ouais, ce qui est important aussi à retenir, c'est qu'il y a une volonté, et c'est tout à fait une volonté d'aller vers des fluides à faible impact carbone, des fluides naturels. Il faut également savoir que les ambitions européennes, c'est 30 millions de pompes à chaleur d'ici 2030. Donc il faut que nous, en industriel, on puisse absorber ces 30 millions. Mais il faut également que les installateurs aussi puissent installer et se former à ces nouveaux fluides, à ces nouvelles applications. Donc voilà, il y a toute une chaîne. Voilà, il y a la volonté d'aller vers des solutions bas carbone, il y a les industriels qui doivent suivre, il y a également la partie très importante, installateurs et mainteneurs, pour pouvoir également pouvoir installer et maintenir tous ces fluides. Bonjour, est-ce qu'on m'entend? Oui, c'est bon. Donc d'abord merci pour cette présentation et ces retours d'expérience. Une précision que du coup je voulais savoir. Aujourd'hui dans le domaine du bâtiment, il est de plus en plus demandé, voire exigé d'utiliser des produits issus du réemploi. Et donc je voulais savoir sur vos produits s'il y avait une gamme de produits qui était précise avec des fluides réemployés, ou est-ce que le réemploi de fluides frigorigènes est mélangé dans toute votre gamme et il n'y a pas de particularité là-dessus?
Alors effectivement, nous on précise clairement, comme l'a dit Jean-Michel, on a des gammes qui ont du fluide régénéré en précharge usine. Ça concerne les systèmes VRV. Et toutes nos machines qui ont cette précharge en usine, en fait, ont un logo Loop, tout simplement. Donc voilà. Donc aujourd'hui, d'usine, on ne va pas faire de mélange entre du fluide neuf et du fluide régénéré. Soit on fait un fluide totalement régénéré. Après, notre volonté, c'est d'essayer de pousser tout ça le plus loin possible. Comme vous avez vu, en fait, les quotas, on est allé sur des ambitions en 2019 qui étaient de 150 tonnes. Je crois qu'on a dépassé les plus de 600 tonnes sur l'année dernière. Et on veut aller plus loin et développer ça sur le maximum de réfrigérants possible. Oui. Et au-delà du fluide, aujourd'hui déjà sur nos unités, on utilise du matériel déjà recyclé. Et on a des exemples aussi des sites où on a rénové le matériel. Et par exemple, on a travaillé avec l'installateur et le mainteneur pour récupérer le produit en fait, et les réinstaller, ou les pièces pour les réinstaller. Donc, on ne peut pas le faire sur tous les projets, mais en tout cas, on se laisse la possibilité d'étudier. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si vous aviez un groupe RO qui était prêt pour justement l'étude de cas qu'on a vue tout à l'heure, au lieu de prendre sur la nappe phréatique au haut. Il y a eu un effet d'annonce à Interclimat comme quoi qu'un groupe allait sortir de chez vous justement sur cette boucle d'eau, mais en RO, et je voulais savoir si la gamme était lancée ou s'il y avait déjà une avancée dans cette recherche. Alors aujourd'hui, on a déjà une large gamme de pompes à chaleur RO, sachant que le principe en fait qu'a montré Jean-Michel sur la boucle d'eau, c'est de faire une boucle d'eau tempérée aux alentours des 20-25 degrés. Ouais. Donc on a déjà des gammes de pompes à chaleur qui sont R32. Associées en système avec les modules que vous avez présentés là. En fait, on a plusieurs gammes de puissance qui vont de 5 jusqu'à 600-800 kW. Et sachant qu'on va essayer de continuer aussi sur d'autres réfrigérants, toujours essayer d'avoir un peu le couple performance la plus élevée possible et le réfrigérant avec l'impact le plus faible possible aussi. D'accord, merci. Bonjour. Bonjour. Ma question concernait 410A et R32. Est-ce qu'il y a une grosse amélioration de scope et SER entre les deux, outre le meilleur PRP? Voilà, si vous avez une estimation, une valeur à donner, à peu près. Alors si je ne me trompe pas, que j'ai une bonne mémoire, je crois que c'est le dernier VRV au R32 qu'on a sorti, on a augmenté de plus de 12% l'efficacité saisonnière. En fait, ce qu'on a toujours comme volonté, c'est pas simplement de faire un rétrofit quand on change de réfrigérant, mais c'est vraiment d'optimiser tout le système. Donc, c'est effectivement d'utiliser des fluides avec les meilleures propriétés possibles, mais c'est également d'optimiser l'ensemble des autres composants du système pour essayer de pousser la performance le plus loin possible. Donc, de toute façon, systématiquement, lorsqu'on lance un produit avec un nouveau réfrigérant, on revoit le concept global pour augmenter la performance énergétique. On augmente les deux, le PRP, enfin on diminue le PRP et on augmente les scopes et Exactement, SER. c'est l'objectif. Comme je l'ai montré, c'est vraiment pour nous l'impact carbone, c'est la performance énergétique qui a quand même l'impact le plus important. Donc il faut lancer des produits plus performants et avec un impact le plus faible. Merci. Il nous reste 2 minutes pour des questions. Bonjour. Vous parlez de scope, mais est-ce que vous avez des retours sur les valeurs réelles de vos COP sur des installations existantes? Des retours chiffrés, mesurés? Oui, après ça va dépendre du type d'application, du type de programme. Mais aujourd'hui, on a un service également solution de business. Donc on met des compteurs sur des sites en fonction des sites. Tout dépend du type d'application, mais selon le type de programme, on a ce retour. Oui. Et du coup, les valeurs sont proches de celles théoriques annoncées sur les scopes, par exemple? Après, en fait, il faut prendre le type de bâtiment, l'ambiance, où est-ce qu'on est, parce que là, par exemple, le calcul de scope sont basés sur la région de Strasbourg, la valeur de base. Effectivement, en fait, chaque bâtiment a ses propres propriétés, donc globalement, on reste toujours sur des niveaux de performance très élevés, et d'avoir des retours d'investissement très proches. Mais quoi qu'il arrive, ça, on est effectivement bien capable de faire des analyses, soit en amont, en prenant le profil des températures d'une ville et l'adapter par rapport à l'application qu'on va proposer pour répondre aux besoins. Mais également, on fait via des systèmes comme les Jean-Michel, on est capable de faire des mesures sur site pour voir et aussi optimiser tout au long de la durée de vie du produit. Parce que souvent, c'est ce qu'on oublie, c'est que la maintenance est aussi un élément clé sur la performance énergétique. C'est-à-dire que si jamais on voit avec notre système qu'il y a une dérive sur les performances du groupe,
peut-être on va pouvoir dire de déclencher une maintenance préventive, peut-être pour nettoyer les unités intérieures, voir le groupe s'il n'y a pas des améliorations ou des choses à vérifier. Très bien. Écoutez, je vous remercie. En tout cas, nous avons un stand, hein, donc si vous voulez nous retrouver, on est juste derrière pour pouvoir échanger. Merci encore. Merci à vous.